2 minutes, oui, oui. Juste. Bonsoir à tout le monde. Alors, vous avez entendu cet rire continuel, cet éclat de rire. C'est l'œuvre, c'est le thème de ma conférence, c'est l'exposition. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste italien qui s'appelle Gino De Dominicis et qui est l'auteur de cet rire continué. C'est un artiste très mystérieux, un artiste peu connu parce qu'il ne voulait pas être connu. C'est un artiste formidable qui, toutefois, a beaucoup d'œuvres dans les musées italiens et américains. Mais je pense qu'en présence de cet événement comme ça, incroyable, mystérieux, extrême et effronté aussi, il y a peu à dire. Comme vous avez lu dans l'invitation, le 24 avril de 1960, Gino De Dominicis faisait une exposition à Rome dans une galerie d'art qui s'appelle l'Attico. Cette exposition a été précédée d'une invitation dans laquelle était écrit Dio, D''I''O. Vernissage à 7 heures. À 7 heures, le monde arrive, la galerie s'était complètement vide, il n'y avait œuvre, il n'y avait rien, il y avait seulement 7 rires. Et 7 rires continuent jusqu'à le monde resté dedans la galerie. Ça, c'est Gino De Dominicis, artiste vraiment complexe et surtout à l'envers vers le monde, vers le système de l'art, vers l'économie, vers l'organisation des œuvres artistiques. Je pense qu'on pourra dire quelque chose à propos d'une pensée d'un grand poète italien qui s'appelle Giacomo Leopardi et qui est de la même région géographique de Gino De Dominicis, parce que Gino De Dominicis vivait à Rome et il est mort à Rome, mais il était de la Marque, di Ancona, la ville d'Ancona. Et Giacomo Leopardi disait, celui qui a le courage de rire est maître, est propriétaire du monde. Peut autrement de qui est prêt à mourir. Or, je ne sais pas si
les pensées de Gino De Dominicis est une pensée qui a été inspirée par Giacomo Leopardi. Je ne sais pas, peut-être que ce soit seulement une coïncidence. Mais en tout cas, et nous ne savons pas s'il y a une relation véritable entre le rire et la mort. Aussi, si, il y a un mot de dire en Italie qui est morire dal ridere, c'est-à-dire mourir pour le rire. Mais en tout cas, nous sommes sûrement en présence d'un artiste très complexe, duquel j'aurais voulu parler avec mon ami Jean Deloisy, mais je ne peux prendre sur moi la responsabilité que Jean Deloisy n'est pas là et que le dialogue est devenu un monologue. Alors, Gino De Dominicis, c'est un artiste qui travaillait avec de grands thèmes. Des thèmes qui sont les thèmes de la vie, de l'existence, de la mort, de le temps, de l'éternel, de l'éternité. Et ces thèmes, toutefois, ne doivent nous faire tomber dans la piège de penser qu'il ne pensait à l'œuvre. Il avait une grande pensée, une grande intellectualité, mais l'œuvre, c'était la centralité de son travail. Et surtout, naturellement, la complexité de ses œuvres provoquait naturellement une tension théorique vers un univers métaphysique dans lequel l'espace du phénomène manque chaque importance et le temps on perçoit comme instant ou comme processus circulaire éternel. En tout cas, ces œuvres ne sont jamais séparables dans son contexte qui trouve dans la figure de l'artiste le pivot originaire de cet univers immobile dans lequel il plonge continuellement ses solutions d'immortalité. L'univers de Gino De Dominicis n'a pas de confins ni d'espace ni du temps. Ces croyants plus anciennes des artistes de l'ancienne Égypte, et peut-être contemporains à la civilisation des Sumères, ils voyagent continuellement de avant et en derrière dans les siècles et dans les millénaires. La figure qui symbolise et fait d'un pivot à la centralité de l'œuvre et à la centralité de l'artiste est l'astre en balance, l'astre en équilibre, qui c'est vraiment la figure symbolique de le raccord, de la continuité entre la Terre et l'univers, entre la terre et le ciel. Le latin disait axis mundi. Et cet astre en balance qui reste immeuble sans quelque chose qui peut la tenir, il reste en balance complètement seul. Il n'y a un raccord matériel qui l'a fait fermer, qui l'a fait tenir en balance. Elle est en balance. C'est un miracle de l'art, disait Gino De Dominicis. Elle compare pour la première fois en 1969 et puis revient épisodiquement
pendant toute sa production, pendant toute sa vie, jusqu'à la dernière haste qui compare la grande haste de 9 mètres sur la main de l'aimant cosmique, qui est le gigantesque squelette qu'il a composé, qu'il a créé en 1989 et qui a une longueur de 24 mètres et qu'il devait exposer à la Biennale de Venise et qui a été exposé par une organisation à le Palais de Versailles, ici à Paris, avec M. Ayagon. Et nous avons fait cette grande exposition de squelette qui s'appelle aimant cosmique, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport avec le cosmos. Et vous comprenez immédiatement que déjà faire d'une façon que la barre vienne tratenue par la partie haute et non pour celle en bas, ça veut dire qu'il renverse l'effort de la gravité, la force de gravité. C'est déjà une inverse de la réalité. Et c'est même quelque chose de mystérieux et de magique lorsqu'il exposait des figures invisibles. C'était le moment en Italie surtout, mais je pense désormais dans tout le monde, qu'en 1969-1970, le monde était beaucoup attracté de la matérialité des choses. C'est le temps qui naît en Italie l'art pauvre. C'est le temps qu'en Amérique il y a le New Dada, c'est-à-dire quelque chose qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la vie et qui prend beaucoup de choses de la vie et le fait devenir œuvre d'art. Gino De Dominicis, affront de cette vision de l'art, j'ai une autre carte, la carte de l'invisibilité. Il dit qu'il y a des statues invisibles, il dit qu'il y a des figures géométriques invisibles. Il faisait les cubes invisibles, que c'était seulement un carré peint sur les pavés, les cylindres invisibles qui étaient seulement un cercle sur le pavé, et des statues invisibles qui étaient seulement un chapeau et des chaussures. Un chapeau et 1,80 m plus en bas de chaussures. Ce sont les sculptures invisibles. C'est le moment de l'invisibilité. Cette façon de concevoir l'art, ce n'est pas une façon de réduire l'organe de la vie, mais c'est au contraire une façon de renforcer une vie antérieure, une vie que c'est probablement une visionariété plus qu'une voix, quelque chose qui a à faire avec l'ophtalmologie, non? Mais je viens à le rire, naturellement. Et parmi les autres œuvres particulièrement mystérieuses et magiques, nous devons rappeler l'œuvre qui s'appelle « En attendant l'onde carrée ».
À Rome, pendant l'exposition du palais des expositions, l'artiste était monté sur une grande siège, une bonne hôtesse. Il avait une sorte de piscine sous de lui, dans laquelle il jetait chaque seconde, chaque 3 ou 4 secondes, une pierre. Et naturellement, la pierre faisait une onde qui était ronde. Mais il disait, j'attends qu'il vienne l'onde carrée. Dans la même période, 1969, il faisait il tente de voler. Il dit, je tente de voler, mais je ne réussis pas à voler, mais je pense que si je continuerai pour un millionnaire à faire cet exercice, peut-être que je pourrai voler. Et le 1972 compare à Venise l'œuvre sûrement la plus révolutionnaire, la plus étonnante qu'il a créée. Il l'appelait la deuxième solution d'immortalité. Qu'est-ce que c'était? C'était une jeune qui était malade de la syndrome de la mongoloïde, qui s'était assis dans un siège au coin de la salle. Il y avait près de lui des personnes qui parlaient dans un langage inconnu. Il y avait une musique qui était inconnue. Il y avait aussi des personnes qui s'étaient assis au milieu de la muraille. Un à gauche, l'autre à droite. Ils se regardaient. Une était jeune et l'autre était vieille. Alors c'était comme le temps qui passe entre deux figures qui se sont l'état même de la vie. Au coin de cette salle mystérieuse et magique, il y avait cette jeune qui s'appelait Paolo Rosa, qui n'avait pas la conception du temps, n'avait pas l'idée de qu'est-ce que c'est le développement du temps, le passé du temps. Il pensait que ça, c'est quelque chose qui s'est manifesté, mais sans qu'il pouvait faire quelque chose pour le comprendre et pour la modifier. C'est cette inconscience en confront de la réalité et du temps qui fait de cette créature quelque chose d'immortel, parce qu'il n'a pas la conscience de le passage du temps. Ça, c'est peut-être l'œuvre la plus éclatante, parce qu'il y avait aussi un grand succès de scandale, parce que la salle de la Biennale venait fermée par la police, venait fait un procès pénal pour l'artiste, parce qu'on disait qu'il avait fait, qu'il s'était profité d'un sujet qui n'était pas composé sur lui. Et c'est pour ça qu'il nommait cette œuvre seconde solution d'immortalité. L'univers est immobile, l'immobilité. Parce qu'il pensait que tout le monde, tout le cosmos tournait autour de principes généraux particulièrement forts, qui sont l'immortalité, la beauté, l'invisibilité et la quatre solutions. On ne la connaît pas, parce que peut-être que c'est l'immortalité même. Comme vous avez compris, j'espère, avec mon pauvre français, vous vous trouvez en présence d'un artiste qui n'a voulu jamais faire une communication explicite, concrète
clair avec le monde et avec le public. Il n'avait pas de relation avec l'historien de l'art, il ne voulait pas de relation avec les journalistes, il ne voulait pas avoir de relation avec les critiques d'art. Il n'acceptait pas de faire d'expositions aussi dans grands musées européens et américains. Tandis qu'il y a une œuvre très importante qui est dans les MoMA de New York, mais sans malgré, parce que cette œuvre a été vendue et l'acheteur l'a vendue au musée. Mais il ne voulait pas avoir des rapports avec le monde. Et c'est pour ça qu'il a joué toute sa vie dans cette stratégie, la stratégie de la clôture, la stratégie de la non-communication, et ça c'est vraiment quelque chose de particulier dans le siècle de la communication, dans le siècle de l'information générale. Et alors, c'est ici que vient le problème de rire continuel. Parce qu'il disait que l'œuvre d'art ne peut pas être traduisée, elle ne peut pas la traduire ni avec des images, ni avec les mots. Il fait une grande guerre contre les photographes, parce qu'il disait, lorsque les photographes photographent une de mes œuvres, tout ça qui compare dans les papiers pressés, ce n'est pas mes œuvres, mais c'est la photo des photographes qu'il a fait. Mes œuvres, c'est seulement celle-là qui est seulement celle matérielle que vous pouvez voir. Et l'œuvre ne peut pas être exploitée avec des mots. C'est pour ça qu'il ne voulait pas avoir de rapport avec l'écrivain, avec le journaliste, avec la radio, la télévision. Et alors, cette attitude qui c'était aussi un peu nihiliste, sauvait seulement l'artiste et l'œuvre d'art, qui c'était protagoniste d'un avertissement originaire. Devant chaque œuvre, tu peux seulement rire. Tu ne peux pas faire une déclaration, tu ne peux pas l'expliquer, tu peux seulement rire. Le rire, cette entité qu'il révélait pour la première fois, comme je dis, en 1962 à Rome, c'est comme un commentaire à l'interdiction de la communication verbale. C'était une expression sonore qui fermait hermétiquement une vide, cependant comme le seul commentaire possible et juste permis de l'œuvre d'art qui n'est pas ontologiquement explicable et reste quelque chose de fermé. Il a fait de cette clôture, de cette interdiction, peut-être la raison même de sa vie. C'est aussi une sorte de memento de l'impuissance du connaître et de la vanité de l'information. Elle matérialise la dimension de la non-pensée et de la non-existence des choses. Et je me rappelle ce moment-là de la lettre de l'immortalité qui c'est peut-être l'exploit de Gino De Dominicis dans le monde de l'art contemporain, lorsque à l'âge de 18 ans, il dit
Il fait une lettre qui s'appelait après lettre de l'immortalité, qui s'était adressée à une amie inconnue et qui est restée inconnue, qui commençait comme ça. Ma chère, je pense que les œuvres n'existent pas. C'est dans ce monde suspendu que Gino De Dominicis vivait. Et c'est dans ce monde suspendu que Gino De Dominicis a suspendu toutes ses œuvres, pour lesquelles c'est toujours un mystère de penser à quelle peut être la signification, le signifié plus profond et plus réel. Cette façon de rire, c'est un mystère, un arcane, qui puise à entité archétype, qui vient après de la langue, du langage, qui pose toujours, et dedans leur répétition, l'épouvantable immanence d'une œuvre d'art qui n'est une œuvre d'art limitée à un objet, mais c'est une œuvre d'art totale, parce que toute l'œuvre de Gino De Dominicis, c'est une unique œuvre qu'on peut l'appeler totale, pas dans le sens qui pensait les romantismes, qui pensaient à une œuvre d'art totale aussi sur l'onde de la musique de Wagner, non? Mais c'était quelque chose qui naissait dedans soi-même. C'était des œuvres qui naissaient par les parts de soi-même. Et c'est pour ça qu'il toujours reproposait les mêmes œuvres pendant le temps et à distance de temps. Pas seulement pour démontrer que cette proposition a annulé le temps, parce qu'il a fait d'expositions dans le même lieu, le même jour, à la même heure, que les mêmes œuvres à distance d'une année. Ça pour dire que le temps n'existe pas. C'est complètement blasé. Et c'est un signal, c'est une signe qui s'ouvre seulement dedans à soi-même et à commenter que c'est quelque chose qui barre, qui bloque le passage vers la communication, vers les communs, une circularité qui est complètement détachée de la réalité extérieure. Cette expression provient de la profondité du corps, est suspendue sur sa même répétition, et cet épouvantable signal acoustique accumule une tension qui se décharge sur l'univers immobile de cette seconde solution d'immortalité que je vous ai rappelée, qu'en chaque œuvre de Gino De Dominicis, incessamment se repropose. Merci, monsieur et madame.